La représentation et l'interprétation du paysage, avec ici on va voir différents outils pour observer, analyser, valoriser un paysage. L'objectif, ça va être de comprendre le paysage ou une parcelle, par exemple, pour définir quelles sont ses composantes et ensuite mettre en œuvre l'aménagement le plus adapté ou le type de gestion le plus adapté à cet espace. Alors on a des outils incontournables qui sont utilisés notamment par les paysagistes et tous ceux qui s'intéressent à la qualité des paysages d'un point de vue fonctionnel ou sensible. Alors, bien évidemment, avant d'utiliser ces outils, une visite de terrain au minimum, voire plusieurs, sont indispensables afin d'accumuler toute une série de connaissances qui vont nous permettre de se faire une idée du projet et de sa représentation. Alors si on ne sait pas dessiner, il ne faut pas s'inquiéter, il faut relativiser, hein. Vous allez voir qu'il y a différents outils qui sont disponibles et chacun pourra puiser parmi les différents outils celui qui lui est le plus adapté. Alors on va voir ici des cartes, des photographies, des dessins, les blocs diagrammes, etc. Pour commencer avec quelques exemples sans rentrer dans les détails, premièrement il faudra en premier lieu du coup situer le paysage dans le territoire. Pour ce faire, on va utiliser par exemple Géoportail. Géoportail, il va nous permettre de définir l'espace et les entités paysagères qui le composent. Par exemple, on pourra voir si on est situé dans un paysage de ville, dans un paysage de campagne, comment est le relief alentour, la topographie, est-ce qu'il y a des routes, quels sont ces types de routes, ou encore comment est l'hydrologie. Avec Géoportail, vous voyez, vous avez différents fonds de cartes qui sont utilisables. C'est vraiment un outil sympa parce que on peut superposer les cartes et se faire une idée de l'espace grâce à IGN, aux parcelles cadastrales, aux cartes de relief et ça va jusqu'aux cartes Cassini, des cartes napoléoniennes. L'objectif, je l'ai dit, ça va être de voir les différentes entités paysagères qui composent notre espace et par exemple, on pourra, vous le voyez là, avec un fond de carte qui a été utilisé, mettre en œuvre la réhabilitation, l'évolution future du paysage avec là un agriculteur qui s'est servi d'un fond de carte où les parcelles sont définies pour proposer l'évolution de son espace. Alors pour suivre et évaluer des projets, je vous ai dit, vous avez Géoportail et Géoportail, il est très bien parce qu'il va vous permettre par exemple de localiser précisément votre parcelle et d'avoir un calcul de sa superficie, de calculer aussi les linéaires et jusqu'au dénivelé qui vont vous permettre de voir la topographie de l'espace. On survole les différents outils avant de rentrer dans le détail. Là, vous voyez aussi ce qui a été utilisé, c'est deux photographies où on voit l'évolution du paysage, où la vue à un moment donné est bouchée, on a un obstacle, et de l'autre côté, on a une fenêtre, on a une ouverture qui s'ouvre, on voit l'évolution du paysage et la visibilité qui est plus dégagée sur le village en arrière-plan. Alors ceci montre une communication simple sur l'évolution des paysages. On va rentrer, là vous avez compris, dans les grandes lignes, on va rentrer maintenant dans les détails, on va voir la boîte à outils. Donc vous voyez, vous avez la carte, les documents historiques, la photographie, le bloc diagramme et les dessins et croquis. Alors la photographie, en premier lieu, elle va nous permettre d'avoir un mode de représentation qui peut paraître familier et dont la mise en œuvre est a priori plutôt aisée. Elle va représenter le paysage en perspective, ce qui va donner beaucoup d'importance en fait au premier lien, au premier plan et au cadrage choisi. Alors c'est en fait à ces derniers qu'il va falloir faire attention et au premier plan et au cadrage. Elle va fixer la photographie un instant T dans le paysage et avec une lumière particulière. On voit ici avec des photographies, un même endroit et avec le même cadrage, on peut voir l'évolution des projets, que ce soit sur 100 ans par exemple ou que ce soit au cours d'une saison. Alors ceci nous permet de voir par exemple l'évolution de l'urbanisation, l'évolution des forêts par exemple, ou encore l'évolution du paysage avec les saisons. Et ben là, là, ça nous montre un peu la beauté du paysage, hein. Avec les photos, on peut faire, vous voyez là, il y a une photo qui a été prise et par-dessus, on va mettre en place un photomontage. Ça permet de visualiser des scénarios d'évolution à l'échelle d'un territoire ou même d'un jardin, hein, et ça va être des bons supports de discussion et de débat. Vous allez pouvoir mettre sur
sur la photo directement l'évolution voulue du paysage et en discuter avec les personnes concernées. On voit là très simplement un petit photomontage qui a été fait pour montrer une terrasse disposée juste devant une maison. Moi, personnellement, sur les photomontages, j'utilise Microsoft PowerPoint et quand je vais sur Internet, je cherche des images avec le fond transparent et en ayant la photo de base de mon jardin, je peux y faire venir par-dessus mon image en fond transparent pour superposer et faire des photomontages assez facilement. Alors ça peut demander un certain savoir-faire hein, pour illustrer l'impact paysager de décisions de gestion ou de choix techniques, mais en s'y mettant, c'est pas si compliqué que ça non plus, ça demande un peu de temps et d'envie. Et on a différents logiciels de traitement d'images qui existent. Les simulations photographiques peuvent être faites à l'aide aussi de calques. On peut décalquer des photos pour faire transparaître les éléments que l'on souhaite et mettre en avant différentes entités paysagères. Là, on le voit, vous avez trois photos d'un espace qui se referme. On voit de 1997 à 2013, l'espace il s'est fermé. On a des écrans visuels qui ont été mis, qui ont poussé avec le temps, hein, c'est la nature. Hein. Et donc là, avec le dessin, on les représente davantage et en mettant un chiffre sur chaque entité. Et dans la légende, on va représenter les différentes entités. La photographie, les photographies vont nous être utiles lors d'enquêtes. Hein. C'est des outils de compréhension ou d'animation de réunion. Hein. À partir d'une vingtaine de photographies, par exemple du paysage, prises sur le territoire d'un projet, vous pouvez animer des réunions de groupe avec lesquels vous allez travailler, par exemple des agriculteurs, des élus, des habitants, et pour leur demander quelles idées, eux, ils se font de ce paysage. Qu'est-ce qu'ils apprécient et pourquoi, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et pourquoi, ce qui est menacé, ce qu'ils souhaitent voir évoluer. Ceci permet d'avoir un avis des habitants et ça se fait de plus en plus, notamment dans les villes où on a des concertations de projets ou quand il y a des réhabilitations d'espace, on demande l'avis aux habitants au travers de supports photos. Alors là, il sera nécessaire d'avoir une palette d'images diversifiée et alterner entre vue large et vue proche. Hein, et l'œil du photographe, il devra se faire oublier pour être le plus neutre possible et laisser aux habitants ou aux personnes en question nous donner leur vision. En prenant des photos à vision à hauteur d'homme, hein, cela permet aussi de rester plutôt neutre. Ces ateliers, ils vont être proposés donc par le paysagiste ou l'animateur de l'atelier. Et il peut s'en suivre des débats, des échanges, pour se faire d'autant plus une idée sur les points forts et les enjeux paysagers du site. Il existe aussi les dessins et les croquis. Alors un bon dessin, c'est d'abord bien regarder, il faut bien observer le paysage. Hein. Ensuite, ceci nécessite de faire des choix, de savoir qu'est-ce qu'on va représenter sur notre papier. En fait, c'est impossible de tout représenter, il va falloir aller à l'essentiel, par exemple. Hein. Alors bien sûr, le dessin, ça peut être un outil d'analyse et de synthèse très puissant pour mettre en évidence ce que l'on souhaite. Alors il y a une petite phrase qui je trouve sympa, c'est un bon dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. On voit là par exemple un croquis rapide pour analyser le paysage, hein, un croquis rapide qui peut être effectué en 5 minutes. Hein. C'est un exercice assez bénéfique parce qu'en 5 minutes, on va forcément avoir une expression plutôt spontanée et éviter de faire un beau dessin et cette rapidité va nous permettre de mettre en œuvre ce qui est le plus marquant visuellement au niveau du paysage. Là, on le voit avec un dessin simple, hein, sans aller trop dans les détails, ce qui nous permet de voir qu'on est face à un espace qui est plutôt vallonné. Et de l'autre côté, à droite, avec un bloc diagramme dessiné, un espace qui est plutôt en pente avec un espace de type bocager où des haies ont été conservées et en hauteur de la forêt. Et les parcelles agricoles qui sont enclavées entre les haies dans ce paysage de type bocager. Si vous voulez vous intéresser au dessin concernant l'architecture paysagère, vous avez un livre intéressant qui est Dessin d'architecture paysagère. Sur les dessins et les croquis, là on voit par exemple le rôle des arbres isolés dans le paysage bocager et en fonction
de la manière dont l'arbre va être dessiné, on va voir apparaître différentes fonctions de cet arbre, hein. Donc d'un côté, il sera isolé sur une colline, de l'autre côté, il sera à l'entrée d'une prairie, de l'autre côté, il servira d'ombre. On voit encore là représenter une vache en train de brouter l'herbe, donc on comprend que ces arbres sont liés aux vaches. Ce qui permet d'en déduire que, par exemple, si on plante des nouveaux arbres, il va être nécessaire de mettre en place des protections. Alors dessiner, ça peut être un moyen de tester une idée ou de communiquer aussi par le dessin un projet, hein. On peut tester différents projets d'aménagement ou de gestion d'un espace, pareil par superposition, hein. Vous allez tout simplement dessiner et mettre le calque par-dessus la photo, ou mettre un calque par-dessus une photo et imaginer votre projet. Alors ça devient là un moyen de représentation, voire de communication du projet, mais pour ce faire, il va falloir une qualité graphique assez bonne, hein, pour qu'il y ait un rendu bien sûr intéressant. Le bloc diagramme, c'est un autre outil qui est utilisé, c'est à mi-chemin entre une carte, une photographie aérienne, une coupe et le dessin. C'est un bon outil de représentation du paysage pour des personnes qui sont moins familiarisées avec les documents techniques. On peut avoir différents types de représentations avec les blocs diagrammes. Vous allez le voir, que ce soit avec des dessins ou à partir de photos ou de logiciels informatiques. Ceci nous permet de voir assez facilement la topographie du terrain ou encore l'hydrologie ou l'occupation du sol et le sous-sol. Alors toutes ces informations, elles vont être spatialisées sur le bloc diagramme et ça va rendre compte de la diversité des impacts de chaque élément dans l'espace. On voit là le bloc diagramme avec, on pourrait presque penser à un dessin en perspective, hein. Là, ça demande une certaine maîtrise du dessin si on le fait à la main, mais on va quand même à l'essentiel, hein, et on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. On ira plus ou moins dans les détails en fonction de la représentation que l'on va se faire dans l'espace. Alors si on ne sait pas dessiner, vous avez quelque chose de très simple, c'est la photobloc. La photobloc, vous avez une vue photographique, soit aérienne, soit une vue oblique prise du sol. Et cette photo, elle va être retravaillée de façon à lui adjoindre des traits de coupe qui vont permettre de mieux saisir l'expression des pentes ou de la géologie. Alors vous voyez là une photo qui a été assez facilement transformée où a été superposé le bloc diagramme. On a tout simplement découpé la photo pour faire apparaître les lignes de topographie. Ça fait un dessin assez réaliste et c'est facile si on ne se sent pas à l'aise avec le dessin justement, hein. Alors là vous voyez l'espace en question qui a été découpé pour créer ce bloc diagramme. Il y a des manières de représenter aussi un bloc diagramme en partant d'une carte. Là, c'est un peu plus complexe, ça demande un peu plus de technicité. Vous allez, par exemple, sélectionner sur la carte l'endroit de l'étude en question et vous allez repérer les altitudes à l'aire des courbes de niveau. Et suite à cela, on va caler les différentes courbes de niveau avec un travail de perspective à 2 points de fuite. Alors là, c'est quand même assez technique, mais il faut savoir que ça existe, que ça peut se faire, hein. On va placer au fur et à mesure les cours d'eau, les routes, on va renforcer la perspective avec les différents tracés de routes, puis viendront s'adjoindre le bâti, la végétation, les ombrages et les textures et la légende et la mise en couleur. Au niveau informatique, il existe aussi, on peut utiliser des logiciels de système d'information géographique SIG pour ce faire. Alors les vues produites, elles peuvent être plus ou moins abstraites, hein. On peut avoir plus ou moins de détails, mais là, par exemple, sur la photo en question, ça nous donne une idée des parcellaires et une fois de plus de la topographie. On a des vues 3D qui existent, hein. Là, vous avez une vue 3D qui permettent de voir l'implantation en profondeur, hein. Ceci pourrait aussi nous donner l'idée au niveau, grâce à l'informatique, d'avoir des objets 3D, des maisons, des arbres, d'habiller les surfaces avec des textures pour simuler l'herbe ou les labours. Plus on souhaite des images réalistes, bien sûr, et plus les logiciels vont être coûteux et les scènes longues à paramétrer, hein. La carte, c'est un outil assez pratique, assez simple, hein. C'est une représentation de l'espace en 2 dimensions avec toute une série de conventions et qui sont
bien sûr explicitées dans la légende. Les conventions sont en lien avec la légende, par exemple les courbes de niveau ou encore le tracé des frontières ici sont indiquées. Alors les cartes, il faut les rechercher les plus expressives possibles en fonction de ce qu'on veut représenter, hein. Par exemple, le relief, la végétation ou encore le type d'occupation du sol. Vous avez par exemple les cartes IGN. Alors les cartes IGN sont souvent elles sont au 1/25 millième. La carte, elle va gagner à se prolonger au-delà du territoire de travail, hein, pour se faire une idée des zones alentours et des influences qu'a le paysage alentour sur la zone d'étude en question. Là, vous avez une carte IGN au 1/25 millième tirée de Géoportail. Alors on y voit dessus, vous avez matérialisé les routes, l'hydrologie, les zones de végétation, les zones d'habitation. Elle va être essentielle pour les diagnostics et particulièrement adaptée pour les phases de projet lorsqu'on veut localiser les espaces. La photographie aérienne, très intéressante, hein, ça nous permet de se faire une idée de l'espace et aujourd'hui c'est assez sympa, on peut zoomer toujours plus à l'échelle d'un jardin, ça va nous permettre d'avoir une vue rapprochée du jardin si on ne dispose pas d'outils spécifiques tels qu'un drone, on peut grâce à ces outils avoir une vue de dessus de notre espace. La carte cadastrale, alors d'un point de vue paysager, c'est le fond cartographique le plus pauvre, hein. Qu'est-ce qu'il indique? Ben, c'est la propriété foncière, hein. Donc c'est un outil plutôt technique qui va nous montrer les choix fonciers, hein. Ça peut être un fond, pas un fond de travail, mais ça peut être une carte qu'on peut superposer à une vue satellite, par exemple, pour bien définir les contours de la zone d'étude, hein, ou pour faire un projet de conception, par exemple. On a les documents historiques aussi. Les documents historiques, il faut savoir que chaque espace a une histoire, il a un passé qui va être bon de connaître, hein, avant d'imaginer un avenir à l'espace, hein. Par exemple, si on veut réaménager un site, si on comprend son histoire passée, on va valoriser par exemple les éléments du paysage qui parlent de cette histoire justement, hein. Alors le passé, il va pas forcément être regardé avec une nostalgie des temps disparus, hein. C'est à chacun de réaliser les modifications des paysages et de s'interroger sur ce qu'il souhaite voir évoluer ou perdurer. Toujours est-il que dans tous les cas, l'histoire doit être analysée et prise en compte. On voit par exemple ici deux types d'informations, hein. On va avoir les dynamiques passées en lien avec les dynamiques actuelles, hein. On voit par exemple sur la France des produits agricoles où auparavant les productions pouvaient être représentées sur certaines cartes et on avait chaque spécificité qui est par région par exemple, hein. On peut retrouver des charges symboliques fortes aussi, comme je l'ai dit précédemment. Là, on voit, grâce aux documents historiques, hein, l'occupation passée du territoire avec des cartes vues de dessus. On voit l'évolution des routes, l'évolution des tracés, une fragmentation toujours plus importante du paysage, hein. Ceci nous permet de voir euh, au niveau à l'échelle de 100, 200, 300 ans, hein, comment a évolué notre espace. Ça peut offrir une description assez fine de l'occupation du territoire, hein, en ce qui concerne l'évolution des parcelles agricoles, de la forêt, hein. Ça peut être très intéressant aussi, hein. Les documents historiques, on a bien sûr les photos, les photographies, les cartes postales. Ça offre un point de vue complémentaire, hein, ça donne des photos de l'époque, des idées de l'espace à l'époque, hein. La difficulté, là, ça va être de trouver des cartes postales, par exemple, qui sont significatives pour l'étude, hein, car la plupart d'entre elles peuvent être axées plutôt sur des bourgs ou quelques vues pittoresques et pas forcément sur l'espace qu'on analyse, mais pourquoi pas, on peut regarder dans ce sens-là et trouver la carte qui nous correspond. Alors ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est de reconduire une prise de vue aujourd'hui pour voir l'évolution de l'espace. Et ça peut être une bonne manière de sensibiliser les habitants ou les acteurs du territoire aux évolutions des paysages. On retrouve aussi, là vous avez des genres de publicités de l'époque, et par exemple ici sur les montagnes, où on voit les sources sulfureuses
de l'Abbasser, hein, où les sources et l'époque du thermalisme, hein, où on allait en montagne pour se faire du bien. On voit le train à vapeur qui traversait le paysage, ou encore à Font-Romeu où, avec l'apparition des premières vacances, hein, les sports d'hiver qui se sont développés. Alors on voit l'état intérieur du paysage, et on va avoir une perception, par exemple, qu'avaient les artistes ou la société à cette époque, hein. Ça peut être à l'origine aussi d'un imaginaire paysager, par exemple, hein. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez enrichir cette vidéo par des liens, des liens complémentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, merci, au revoir.